Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter la chronique fiscale de Dr Joël Traoré. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la nouvelle gouvernance fiscale internationale. À quoi peuvent s'attendre les pays africains? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois qui portera sur la nouvelle gouvernance fiscale internationale. À quoi peuvent s'attendre les pays africains? Pour commencer cette chronique, j'aimerais bien citer l'éminente pensée du Réseau pour la justice fiscale en Afrique, à savoir, une gouvernance fiscale mondiale équitable nécessite que tous les pays, et non seulement les membres du G20, aient un siège à la table des négociations. D'entrée de jeu, répondons à la question que chacun de vous pourrait bien se poser. Est-ce qu'il existe aussi une ancienne gouvernance fiscale internationale? Loin de là. En réalité, le terme de nouvelle gouvernance fiscale internationale ou nouvelle gouvernance fiscale mondiale ne suppose pas ou ne s'oppose pas à une ancienne gouvernance quelconque. L'adjectif nouvelle évoque plutôt l'idée d'une nouvelle problématique et de nouveaux défis du système fiscal international. Parmi ces défis, on peut citer notamment la numérisation de l'économie, la répartition du droit d'imposer entre les juridictions fiscales, l'institution d'un impôt minimum à l'échelle mondiale, la nécessité de la coopération internationale en matière fiscale pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, ou encore les pratiques fiscales dommageables, l'usage abusif des conventions fiscales. La nouvelle gouvernance fiscale internationale fait référence à de nouveaux défis auxquels fait face la fiscalité internationale. Pour ce faire, les acteurs de la fiscalité internationale devraient, dans le processus d'élaboration des règles fiscales internationales, tenir compte de ces nouveaux défis. À titre d'exemple, les conventions fiscales qui jadis ne traitaient principalement que de l'élimination des doubles impositions se sont orientées davantage vers la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Cela dit, le terme nouvelle gouvernance fiscale internationale est employé avec raison puisqu'il exprime la notion que l'évolution des enjeux de la fiscalité internationale nécessite également une réorientation de la gouvernance fiscale internationale vers de nouveaux horizons, objectifs et aspirations. On peut retenir que ce qu'on appelle nouvelle gouvernance fiscale internationale, ce sont principalement les règles de la fiscalité internationale mises en place sous l'égide de l'OCDE. Elles sont largement soutenues par les États un peu partout dans le monde. Parmi ces règles, on trouve par exemple la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qu'on appelle souvent MAC, selon son sigle en anglais, y compris toutes les normes internationales de transparence fiscale, telles que les normes d'échange de renseignements sur demande et d'échange automatique de renseignements. Cela inclut également les 15 actions BEPS, qui vient du terme anglais Base Erosion and Profit Shifting, ce qui veut dire érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Et on peut également inclure tous les instruments qui en découlent, l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers. Ces instruments internationaux sont considérés comme constituant la nouvelle gouvernance fiscale internationale en raison de leur portée et de leur contenu. Non seulement ils sont ratifiés par un plus grand nombre de pays des diverses régions du monde, mais ils prennent également en compte l'évolution de la fiscalité internationale qui fait face aux défis de l'économie numérique. C'est l'occasion maintenant d'analyser ces principales règles de la nouvelle gouvernance fiscale. Comme je l'ai mentionné tantôt, la nouvelle gouvernance fiscale internationale est composée essentiellement de la MAC, des 15 actions BEPS et de l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers. Parlons de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale que on appelle la MAC, comme je vous l'ai dit précédemment.
Elle a été élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE en 1988. En 2010, elle a été amendée pour permettre aux pays en développement de pouvoir profiter des avantages qu'elles offrent aux États signataires. En effet, la MAC vise à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale au moyen des mécanismes de coopération fiscale entre les États signataires. Sous cette optique, elle prévoit 3 modalités d'échange de renseignements, à savoir l'échange de renseignements sur demande, l'échange automatique de renseignements et l'échange spontané de renseignements. La finalité essentielle de la MAC consiste en l'assistance en matière d'assiette et en matière de recouvrement. Concernant les 15 actions BEPS, il convient de noter qu'il s'agit d'un projet lancé en 2013 par le G20, qui est un forum intergouvernemental composé de 19 pays aux économies les plus développées, de l'Union européenne et de l'Union africaine. Ce projet comprend 15 actions mises en œuvre à l'aide d'instruments nationaux et internationaux pour lutter contre l'évasion fiscale et il vise à combattre des pratiques développées par les entreprises multinationales pour réduire à néant l'impôt qu'ils doivent payer. Ces 15 actions ont été inspirées par le constat selon lequel les bases fiscales nationales sont constamment menacées d'érosion à cause de l'évolution des modèles économiques vers plus de numérique, de virtuel et de non local. Le but est donc d'éviter cette érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices vers des paradis fiscaux ou des destinations fiscales plus avantageuses. Pour ce qui est de l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers, il faut retenir qu'il s'agit d'un instrument international de politique fiscale qui a réformé les règles fiscales internationales. C'est le cadre inclusif qui, après plusieurs années de négociations, a abouti à cet accord dont l'objet est de résoudre les défis fiscaux liés à la numérisation de l'économie. Comme sa dénomination l'indique, cet accord comprend 2 piliers. Le premier pilier prévoit qu'une partie des profits réalisés par une multinationale doit revenir à la juridiction du moment qu'il y a de l'activité sur son territoire, même si la firme n'y est pas présente. Et c'est là la nouvelle donne de ces règles qui révolutionnent le cadre fiscal international. Étant donné qu'actuellement, les multinationales sont capables de réaliser d'importantes recettes dans les pays où elles n'ont aucune présence physique, le pilier 1 permet justement d'attribuer des droits d'imposition aux pays dans lesquels ces recettes sont réalisées. Le second pilier, quant à lui, fixe un taux d'imposition minimum mondial de 15% sur les sociétés, de sorte à amortir la concurrence fiscale axée sur le délestage fiscal. Cela a pour conséquence que les paradis fiscaux ne seront plus aussi attractifs puisque toutes les multinationales seront imposées au même taux. Les règles de la nouvelle gouvernance fiscale internationale que je viens de présenter ne sont pas exhaustives. Il est possible qu'une autre réforme de la fiscalité internationale entraîne l'élaboration de nouvelles règles fiscales internationales. D'ailleurs, à ce sujet, en novembre 2023, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sur la base d'un projet de résolution présenté par le Nigeria au nom du groupe africain, une résolution décidant d'entamer des négociations intergouvernementales dans le but de renforcer la coopération intergouvernementale sur les questions fiscales, en mettant particulièrement l'accent sur la lutte contre l'évasion fiscale, le transfert de bénéfices et les flux financiers illicites. Cela veut dire que la nouvelle gouvernance fiscale internationale est en constante évolution. À présent, le moment se prête bien pour analyser comment les pays africains se positionnent dans cette réforme de la fiscalité internationale pour examiner par la même occasion si leurs intérêts sont garantis. Dans cette vague de la réforme de la fiscalité internationale, les pays africains n'ont pas été à l'origine de l'initiative prise par les pays du Nord. En réalité, les pays en développement et les pays africains plus particulièrement n'ont pas participé à l'élaboration des règles fiscales internationales qui composent aujourd'hui la nouvelle gouvernance fiscale internationale. Par exemple, la MAC,
qui est considéré non sans raison comme l'un des instruments les plus importants de la nouvelle gouvernance fiscale internationale, a été élaboré par le Conseil de l'Europe et l'OCDE sans la participation des pays africains. Concernant l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers, les règles qu'il établit ne sont pas en phase avec la structure des systèmes fiscaux africains. Elles ne prennent pas non plus en compte le poids des biens et ressources économiques exploitables dans les pays africains. Cela ne facilite pas la mise en œuvre de cet accord en Afrique. Il est certes possible que des normes fiscales internationales s'appliquent à des systèmes fiscaux différents, mais pour cela, il faut absolument qu'elles tiennent compte des réalités de chaque système fiscal national. Évidemment, cela n'est pas une mince affaire, mais c'est la condition essentielle à la mise en œuvre de ces normes. Cet accord a d'ailleurs été fortement critiqué pour avoir omis la prise en compte des préoccupations des pays en développement en général et des pays africains plus particulièrement. C'est en réaction à ces critiques que des cas de discussion ont été créés pour associer les pays en développement au processus de la réforme de la fiscalité internationale. C'est le cas par exemple du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE ou du cadre inclusif sur le BEPS. Par ailleurs, les règles de la fiscalité internationale ne servent pas a priori les intérêts des pays africains, puisqu'elles ont été conçues à l'origine par les pays du Nord sans tenir compte des réalités propres aux systèmes fiscaux africains. Toutefois, avec quelques ajustements, ces règles pourraient aider les pays africains à bénéficier de l'assistance administrative nécessaire pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale et ainsi limiter les pertes de recettes fiscales consécutives à ces fléaux. Cela dit, par exemple, grâce à la MAC, les pays africains accèdent à un vaste réseau d'échanges de renseignements qui leur permettrait d'obtenir de précieuses informations pour le recouvrement de leurs créances fiscales auprès de multinationales implantées à l'étranger. Par ailleurs, avec l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers, les pays africains peuvent prétendre à des droits d'imposition sur les multinationales dont les sièges sont situés ailleurs, et cela au titre du pilier 1. Ils peuvent également se libérer de l'obligation de concéder des incitations fiscales au taux insignifiant pour attirer des investissements, car le pilier 2 fixe un taux minimum de 15%. C'est là une façon de décourager les paradis fiscaux. Parlons maintenant des enjeux stratégiques de la nouvelle gouvernance fiscale internationale pour les pays africains. En considérant les 3 instruments énumérés précédemment, à savoir la MAC, les 15 actions BEPS et l'accord sur la solution reposant sur 2 piliers, disons-le, les enjeux stratégiques pour les pays africains dans cette réforme du système fiscal mondial constituent en quelque sorte les avantages qu'ils peuvent en tirer. En s'alliant de la sorte sur cette nouvelle gouvernance fiscale internationale, les pays africains gagnent en termes de capacité à contrôler et à mobiliser des recettes fiscales nationales grâce aux mécanismes de coopération fiscale entre les États, tels que l'échange de renseignements. En plus, les 15 actions BEPS renforcent également leur capacité à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en appliquant des mesures qui anéantissent les pratiques agressives d'optimisation fiscale. Ils gagnent également en termes de pouvoir de négociation et de coordination, en ce sens que les pays africains sont souvent peu représentés et peinent à influencer les règles du jeu. L'enjeu est donc de renforcer leur influence dans les cas de négociation, de sorte à mieux défendre leurs intérêts. Les prochaines règles fiscales internationales tiendront compte davantage de leurs préoccupations, ce qui facilitera la transposition de ces règles dans les systèmes fiscaux africains. Les pays africains gagneraient également en termes d'atténuation des risques de concurrence fiscale du fait de l'institution d'un taux minimum mondial de 15% au titre du pilier 2, comme je vous en ai parlé précédemment. En effet, ce taux minimum mondial réduit l'attrait des régimes fiscaux incitatifs que de nombreux pays africains pratiquent parfois abusivement.
La nouvelle gouvernance fiscale internationale représente une réforme audacieuse, il faut le reconnaître, du système fiscal mondial initié au départ sans les pays africains. Toutefois, ils peuvent en tirer leur épingle du jeu. Cela veut dire qu'ils doivent renforcer leur influence dans les négociations liées à l'élaboration et à l'adoption des règles fiscales internationales. C'est par ces mots que je clôture cette chronique. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous avez été édifiés par cette chronique. La prochaine portera sur les impacts et les défis de la solution reposant sur 2 piliers du cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE pour les pays africains. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.